Bonjour à tous, on va parler des APAC une nouvelle fois, pour la deuxième fois. Et puis on va parler de l'auto-renforcement des APAC, qui est le sujet principal. Alors, voilà. Donc, un petit rappel bref, parce qu'on a déjà vu ça la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, un petit rappel bref sur c'est quoi les APAC. Donc, APAC est une abréviation pour Aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. Ce sont en réalité des endroits sur la planète qui sont pour nous, en tout cas ceux du consortium, pour nous ce sont des bijoux. Ce sont les joyaux de la conservation de la nature. C'est là que la conservation de la nature de la planète se joue en fait pour nous, parce que c'est là que il y a on va le voir plus loin, mais c'est là qu'il y a les meilleurs résultats finalement pour la sauvegarde de la diversité bioculturelle du monde. Pas seulement la protection de la biodiversité, mais la diversité bioculturelle. Il y en a partout, des APAC dans le monde, ça vous le savez déjà, vous avez déjà entendu. Elles ont des noms très très différents, elles peuvent être tout petites, très grandes, etc. Dans beaucoup d'écosystèmes, mais elles ont en commun, enfin une chose commune, c'est trois caractéristiques. Les trois caractéristiques que vous avez déjà entendu parler, j'espère en tout cas, mais c'est toujours bon de le rappeler. Une communauté est un espace à côté de cette communauté qui ont des liens très forts entre elles. C'est-à-dire que la communauté dépend de cet espace, de ces ressources qui sont là, soit pour la subsistance, se nourrir, faire des maisons, etc., soit une dépendance culturelle, c'est-à-dire par exemple des forêts sacrées. Le deuxième caractéristique, c'est que cette communauté qui vit à côté de cet espace prend des décisions elle-même sur cet espace et ça suppose un système de gouvernance locale fort et généralement traditionnel ou issu des traditions avec plus ou moins de force, mais un système de gouvernance traditionnelle en place qui fonctionne et qui fait respecter des règles locales. Et le troisième pilier, c'est un peu le résultat de ces deux premiers, c'est-à-dire le résultat du lien fort entre une communauté et une ressource et des décisions que la communauté prend elle-même sur cet espace. Le résultat, c'est la conservation que l'on peut voir. Ce sont des natures préservées et aussi une vie de la communauté qui est peut-être pas parfaite, mais au moins, on va dire, meilleure que dans d'autres endroits où c'est pas sous APAC. Donc, il y a trois caractéristiques pour résumer les APAC. Le lien très fort entre communauté et un espace. La communauté fait respecter des règles qu'elle prend elle-même sur son territoire et ces règles maintiennent un territoire en bon état, c'est-à-dire on voit la conservation de la nature qui se fait. On a cerné un peu trois types d'APAC. Il y a des APAC qui sont définis, c'est-à-dire c'est un peu le cas idéal, ça veut dire que les trois caractéristiques sont vraiment là complètement. Il y a des APAC qui sont menacés, qui souffrent d'impacts d'exploitation diverses, par exemple, qui souffrent de manque de gouvernance communautaire, d'ingérence dans la gouvernance par des États ou par des ONG, etc. Donc, ce sont des APAC qui existent, qui sont là, les trois caractéristiques sont là, mais où elles étaient là, mais qu'aujourd'hui elles sont perturbées, elles sont menacées. Et puis il y a les APAC désirées, c'est le dernier cas, le cas le plus un peu critique, dans lequel les APAC, il n'y a pas eu d'APAC de ce dont se souviennent les gens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel pour les acquérir. Donc ce sont trois cas très différents. La plupart des APAC que l'on connaît jusqu'à présent sont je dirais, sont des APAC perturbées parce qu'il y a toujours des menaces qui viennent sur elles. On parle d'APAC emblématiques parce que on cherche un peu des exemples parfaits, enfin des exemples pour démontrer c'est quoi une APAC et comment ça fonctionne, etc. Pour que tu saches, on voit je lis un peu la note de... Ah, ok. Donc, les APAC emblématiques sont
des APAC qui peuvent servir d'exemple. C'est un potentiel d'exemple et qui permettent à pas mal de gens d'être une source d'inspiration et de démontrer ce qu'on peut faire. Alors, le point principal du renforcement du webinaire d'aujourd'hui, c'est le renforcement, l'auto-renforcement des APAC. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on cherche un auto-renforcement des APAC? Parce que les APAC, déjà, ont des valeurs énormes à préserver. Elles sont le mode de vie et l'identité des gens, et c'est important que ce soit les gens eux-mêmes qui les préservent. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de l'extérieur seulement, je dirais, de venir garantir la pérennité des APAC. C'est à la communauté elle-même. Et donc, pour ça, il faut s'auto-renforcer. Il y a beaucoup de pression et de menaces qui pèsent sur les APAC. On sait que les projets habituels, comme je disais, de l'extérieur, ont leurs limites, c'est-à-dire qu'ils cherchent à imposer souvent des points de vue, des méthodes, des arguments et des techniques, et puis des idées sur c'est quoi qui est bon pour la communauté. Or, très peu de projets se posent la question aident la communauté à faire émerger elle-même les idées de ce qui est bon pour elle. Très souvent, les projets savent, entre guillemets, ce qui est bon pour la communauté. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers le plus possible de renforcement des propres capacités des communautés à gouverner et à gérer les territoires qu'elles ont autour d'elles. Donc, comment faire ce renforcement? Donc, il y a un processus de renforcement qui est intéressant à suivre, qui n'est pas obligatoire non plus, mais ça commence par avoir une équipe locale solide qui va démarrer un travail surtout d'identification, auto-identification. La communauté elle-même doit même s'auto-identifier en tant que gardienne d'APAC. Ensuite, il faut la décrire, cette APAC. Il faut essayer de mesurer un peu sa sécurité, sa capacité de résilience aux menaces justement qui pèsent sur elle. Une fois qu'on a fait ce travail, il faut s'engager dans des activités pour essayer de défendre son APAC et chercher un peu des appuis à l'extérieur éventuellement pour aider à faire cela. Ensuite, il faut communiquer, orienter la communication vers l'extérieur. Et puis, une fois qu'on a une APAC qui est plus ou moins en place et d'autres APAC autour de soi, essayer de se mettre en réseau pour être plus fort et pour pouvoir essayer de plaidoyer en faveur des APAC en général dans son pays, en tout cas au minimum dans son pays. Alors, le PNUD, GFSGP, c'est-à-dire le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, département des petits dons, et il appuie déjà beaucoup d'APAC dans le monde. C'est un des partenaires principaux qui appuie les APAC aujourd'hui. Bon, je ne vais pas passer trop longtemps sur ce schéma. Il y a un processus stratégique qui a été mis en place par le GFSGP pour cela, spécifique pour les APAC. Donc, c'est important de savoir que des grands bailleurs de fonds, puisque ça fait partie des grands bailleurs de fonds, même si ça s'appelle petit don, mais ce sont quand même des grands bailleurs de fonds qui se sont spécifiquement intéressés et ont travaillé sur les processus d'appui aux APAC. La méthode principale de cet appui, c'est tout simple et tout le monde la connaît. C'est travailler à la base et poser des questions pertinentes pour aider en fait la communauté à réfléchir elle-même sur son environnement, sa vie, etc. Alors bien sûr, des facilitateurs peuvent aider à faire cela, mais ça ne doit pas être moi, j'aime pas le terme animateur parce que souvent les animateurs, ils bougent, ils brassent du vent, ils avancent des idées, ils sont souvent un peu trop présents même et tout repose sur lui. Donc la communauté se décharge quelque part
sur l'animateur qui doit tout faire. Or, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que la communauté elle-même se mobilise. Et par contre, un facilitateur peut aider à cela. Donc, les APAC deviennent fortes, se renforcent seulement si il y a une intégrité, une détermination, une volonté de la part de la communauté de s'engager dans la défense de ces capacités-là, de renforcement de capacités, et bien sûr seulement s'il y a les trois caractéristiques en place. Sinon, on va pas renforcer une APAC, on va renforcer autre chose. Donc, on va suivre. Après, je termine ici donc la petite introduction sur les APAC, le rappel un peu de ce que c'est les APAC. Et on va rapidement essayer de passer en revue les 7 points, les 7 modules du processus de renforcement autonome pour les APAC, les choses qui nous semblent importantes de faire, qui ne sont pas forcément à faire exactement dans l'ordre. Ça peut se faire en décalé, mais ça semble logique de commencer par prendre conscience et planifier, ensuite décrire la PAC et la documenter, ensuite mesurer, évaluer les questions de sécurité, de comment on se sent par rapport à son APAC, la force qu'on a de résilience. Ensuite, développer des initiatives, prendre action, quoi, agir, suivre l'action et ses résultats, tout le côté suivi, communiquer. Et puis, la dernière étape, c'est une fois qu'on a plutôt fait ça, on se met en réseau, on échange, on partage avec d'autres APAC. Donc, le premier module qui parle de la conscience, c'est-à-dire prendre conscience. Beaucoup de projets classiques ne travaillent pas sur ça. Ils parlent de sensibilisation et donc ils ont un message à délivrer à la communauté, comme je disais tout à l'heure, en pensant que le projet sait ce qui est bon pour la communauté. Or, il s'agit de renverser la chose et de chercher à aider la communauté à prendre conscience de son environnement et de planifier elle-même ce qu'elle peut faire. Donc pour ça, il faut disposer de temps. Le temps est un élément vital, important, et c'est un vrai problème en général avec les projets qui ont une durée limitée, de l'argent à dépenser en un temps limité. Et donc là, on se heurte avec une différence de temps entre le temps du bailleur, le temps du projet, et puis le temps des communautés qui doivent prendre le temps de comprendre. Et prendre conscience de la PAC, c'est la base de tout. Et prendre conscience qu'on a une APAC, c'est-à-dire qu'on a une vraie valeur et que cette valeur n'a pas seulement une valeur pour soi dans sa communauté, mais aussi elle a une valeur pour l'environnement mondial même. C'est-à-dire que même si l'espace est petit, c'est une partie d'environnement de la planète Terre et on doit prendre conscience que ça a une grande valeur pour le globe en général, pas seulement pour son petit endroit. Et se poser la question aussi de savoir si on a besoin de se renforcer ou si tout est parfait et est-ce qu'on attend de l'aide, de l'appui, du renforcement de l'extérieur ou est-ce qu'on va se développer soi-même et quoi faire. Et donc la planification vient au moment où, une fois qu'on a pris conscience, il faut planifier des actions. Et alors le temps c'est le temps pour discuter et prendre des décisions en interne. Donc ne pas courir comme font souvent les projets de vouloir aller trop vite. Identifier les vrais leaders, prendre le temps des concertations à la base, éviter de parler de projets. Vous avez compris que moi, le mot projet, j'aime pas trop. Et parce que c'est souvent le projet des gens de l'extérieur qui viennent s'imposer chez soi. Or, on parle rarement de projet de la communauté. Il vaut mieux parler d'initiative de la communauté, éviter le mot projet qui peut être mal compris. Et donc, une chose importante à faire et prendre le temps de le faire, c'est d'identifier une équipe locale qui va mobiliser, qui va piloter un peu les étapes à suivre. Identifier équipe locale, ça veut dire des leaders qui vont tirer les autres personnes de toute la communauté. Ce n'est pas seulement 5 ou 6 personnes de la communauté qui doivent tout faire, mais ils doivent avoir la communauté derrière eux.
prendre conscience de la PAC, l'équipe locale, elle doit, pour ça, elle doit commencer à organiser des discussions avec toute la communauté, organiser des concertations à la base, adaptées à la manière utilisée par cette communauté pour se réunir, échanger, communiquer, etc. Ne pas faire des copier-coller de méthodes qu'on apprend dans des livres ou qui sont importées par l'extérieur, par des projets, mais utiliser ces canaux propres et poser les bonnes questions, avoir la bonne attitude. Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour ce module, les questions de concertation, à chaque module, il y a quelques questions de concertation qu'on pose pour aider la communauté à se poser des questions. Donc, une des questions est la question du lien entre la communauté et son territoire. Comment ça se passe? Quel est le lien entre nous et notre territoire? Comment se passe la gouvernance communautaire? Comment est fait le système, quelles règles sont posées, etc., qui les fait respecter, etc. État des lieux aussi, comment se passe, qu'est-ce qu'il y a dans notre milieu naturel. Et enfin, un autre exemple de question, c'est est-ce que notre APAC est défini, c'est-à-dire en bonne situation avec les trois caractéristiques bien remplies, bien pleines, ou bien y a-t-il des menaces qui se posent, etc. Troisième étape de ce module, c'est de planifier les étapes. Planifier, ça veut dire essayer de construire des activités à mener les unes après les autres pour essayer de s'auto-renforcer. Il ne s'agit pas de partir bille en tête sur, je ne sais pas moi, de la pisciculture, des aménagements forestiers, comment dire, des définitions de cartographie, etc., sans avoir fait un minimum un plan, et un plan qui est partagé avec toute la communauté. Et là, le consentement libre, informé et préalable est important pour que toute la communauté soit au courant de ce qui se passe. Donc, les quelques questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que la PAC a besoin d'être renforcée? C'est une première question. Dans quel but? Quel rêve on a? Qui peut s'engager, etc. Comment on va pouvoir s'engager? Et qui peut faire quoi dans cette prise de conscience-là? Le module 2, le deuxième module, c'est ce qui concerne la description de la PAC et la documentation de la PAC, c'est-à-dire aller lister. Le mot liste est un mot-clé pour ce module-là. C'est lister des espèces, lister des écosystèmes, lister des pratiques de chasse, par exemple, lister des pratiques de pêche traditionnelles ou pas, conservatoires de la ressource ou pas, lister les menaces internes, des mauvaises pratiques, par exemple, qui menacent la PAC. Donc, faire essentiellement des listes et des descriptions de ce qui se passe, les valeurs, les caractéristiques qui sont dans la PAC. Et donc, tout ça s'appelle la documentation de la PAC. Ce n'est pas à quelqu'un de l'extérieur à faire ça, c'est bien à la communauté à le faire. Et de toute façon, ce travail peut être aidé par, je ne sais pas, un projet ou une université ou des chercheurs. Je ne sais pas, sur les papillons, par exemple, effectivement, il y a des connaissances qui sont à l'extérieur. Mais beaucoup des connaissances sont déjà dans la communauté. Et une grande partie de la documentation de la PAC peut se faire et devrait se faire par la communauté elle-même. Alors, pour ce qui est de la description de la PAC, il s'agit de faire en sorte que la communauté développe sa propre compréhension de ce qui est nécessaire pour décrire son PAC. Ça veut dire qu'il faut un renforcement de capacité pour savoir, disons, qu'elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui est utile à savoir. On n'est peut-être pas obligé de faire quelque chose de complètement exhaustif. Donc, est-ce que c'est le territoire? Et le territoire est-il défini? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que ce sont des ressources naturelles qui sont prélevées dedans ou pas du tout? Une forêt sacrée, par exemple, quelles ressources naturelles sont dedans? Et quelles sont les pratiques qui sont liées à ces ressources naturelles, même aux rites culturels qui peuvent se dérouler là?
Les cartes participatives, on va le revenir, je crois, un petit peu après. Je vais montrer des exemples de cartes participatives. C'est central, c'est vraiment central par rapport comme outil d'aide à la définition de ce qu'on fait sur les territoires. Ça permet aussi, il y a des questions aussi à se poser sur la communauté, c'est qui fait partie de la communauté en fait, jusqu'à là-bas. Est-ce qu'il y a des questions d'ethnie? Est-ce que les migrants sont dedans ou pas? Est-ce que des questions sur le système de gouvernance et de gestion aussi, et sur les valeurs de la communauté et le plan de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, nous, communauté, comme vie future, comme idéal de vie, comme plan de vie, qu'est-ce qu'on planifie pour avoir une amélioration de notre vie. Donc tout ça, ça fait partie de la description de la PAC. Donc la cartographie est quelque chose de très important. Probablement, vous l'avez pratiqué tous plus ou moins. C'est un outil important pour non seulement obtenir un résultat au bout, c'est-à-dire un papier ou un dessin sur le sol. C'est très créatif, hein, il y a beaucoup de cas différents, mais aussi pour aider vraiment les gens à réfléchir eux-mêmes sur leur propre système d'utilisation des ressources et menaces qui se pèsent dessus, etc. C'est un outil assez important pour ça. Ça existe depuis très très longtemps. Là, vous avez en bas ici, sur la grande photo, on est au Cameroun et il y a, ça devait être en 95, début des années 90. Moi, je suis là à gauche, là, tout jeune. Mais la cartographie participative existe depuis très longtemps. Elle n'a pas été vraiment diffusée, utilisée suffisamment, mais elle a toujours été bien utile et ça a toujours bien fonctionné, cet outil-là. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, à le développer avec les communautés. Ça marche bien pour aider les gens à réfléchir sur eux-mêmes, plus que, je disais tout à l'heure, plus que par rapport aux résultats qu'on obtient. C'est une prise de conscience aussi. Donc, un deuxième point sur ce collecte d'informations et de documentation de la PAC, c'est le rassemblement, la création d'informations nécessaires à une bonne documentation. Alors, c'est quoi? C'est des documents écrits, c'est des cartes, c'est des données, des observations, ça peut être des images, mais ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, des listes, des inventaires, etc. Beaucoup d'outils, beaucoup de choses qui peuvent être regroupées, des enregistrements aussi, comment dire, des interviews de personnes, donc tout un tas de choses qu'on peut partager, qu'on peut stocker et à se rassembler pour partager avec la communauté. Et une chose très très importante, c'est que toutes les données qui sont là sont la propriété de la communauté, pas du projet ou des facilitateurs qui sont là. C'est un grand problème un peu partout, c'est que ce soit pour des études ou même pour des activités, je pense là aux universités, quand on voit des étudiants ou des projets qui envoient des gens pour faire un inventaire ou des choses comme ça, les gens de l'extérieur considèrent que les données sont à eux. Pas du tout. Les données sont la propriété des communautés qui peuvent donner ou, disons, prêter ces données à des organisations externes pour les aider. Mais les vrais propriétaires restent toujours la communauté. Moi, j'ai fait beaucoup d'évaluations de projets dans ma vie et c'est rare de trouver sur le terrain, ne serait-ce parfois même, j'ai un exemple en Guinée-Conakry où il n'y avait même pas une carte, pas un document, pas un papier, pas une organisation encore en place après un projet de 5 ans. Et il n'y avait rien sur le terrain, mais il y avait 3 thésards européens qui avaient, eux, eu leur thèse sur leurs recherches faites dans cette zone-là. Donc, c'est un vrai problème. Et donc, la diffusion de ces données, c'est important de savoir que le CLIP aussi est là pour vérifier que la communauté a bien validé et d'accord pour transmettre ces infos. Donc, je passe ici rapidement à quelques questions de concertation par rapport à ça. C'est quelles informations, sous quelle forme peuvent documenter notre APAC? De quoi on a besoin en fait pour documenter ça? Est-ce qu'on va partager nos données ou pas?
à qui, etc. Quels sont les risques de diffuser ces informations, quelles opportunités, ça peut nous apporter quoi et tout ça. Donc la discussion là-dessus est importante pour que toute la communauté soit bien au clair sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. On passe au troisième module. J'espère que je suis un petit peu dans les temps, je suis un petit peu en retard, je vais accélérer. On passe au troisième module qui est mesurer et évaluer la sécurité et la résilience de la PAC. Donc, le consortium APAC, on a développé un outil qui s'appelle Sécurité et résilience de la PAC, qui est un outil de calcul un peu on donne un peu des notes, on répond à des questions clés et on analyse, on évalue la résilience et la sécurité de la PAC par rapport à l'environnement dans lequel elle est. Et on identifie des indicateurs clés pour suivre les changements. Et donc, c'est un outil d'analyse qui regarde un peu 5 éléments constitutifs de la résilience: c'est l'intégrité et la force de la communauté gardienne, le lien entre la communauté et son territoire. On regarde aussi le fonctionnement de l'institution de gouvernance et l'état de conservation du territoire. Donc là, dans les 3 derniers points que je viens de lister, vous retrouvez les 3 caractéristiques: le lien, l'institution de gouvernance, c'est-à-dire la décision qui décide, et l'état de conservation, mais aussi le bien-être de la communauté, qui va aussi dans le 3e pilier, 3e caractéristique, le bien-être de la communauté au bout. Alors, on obtient, ce serait trop long de l'expliquer, mais vous pouvez l'avoir dans le document en détail. On donne des notes et on obtient à la fin un score qui donne un peu le niveau de sécurité et de résilience. Est-ce que la PAC finalement se sent forte ou pas très forte, elle se sent menacée ou pas, entre 0 et 1 en fait. Et plus on est vers 1, plus on se sent fort et résilient. Mais plus intéressant que le score encore, c'est l'analyse des changements et la réflexion qu'on suscite avec les communautés, l'exercice même de travailler avec cet outil qui prend 4 heures, 5 heures, une journée, ça dépend des communautés. C'est vraiment là le plus intéressant, c'est l'analyse la réflexion qu'on fait avec les communautés, qui permet aussi une prise de conscience. Et on s'aperçoit des forces, des faiblesses, des problèmes, etc. Et de comment on imagine un peu déjà qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer le score si on veut réévaluer une autre fois. Je passe au module 4 qui s'appelle développer des initiatives, c'est-à-dire qu'une fois on connaît notre APAC mieux, on a pris conscience, on connaît son APAC et on a évalué, on a travaillé un peu sur les menaces qui pèsent sur elle, et on a évalué sa résistance, sa résilience. Et ben, il faut passer à l'action, il faut développer des idées pour améliorer ça et renforcer ses capacités d'amélioration. Donc, suivre les priorités convenues sur la base de la bonne compréhension de la situation, le CLIP, mettre en jeu la communauté entière, penser aux enjeux de propriété, d'accès et d'autonomie, faire face aux menaces, répondre aux opportunités, et surtout, ne pas penser à l'argent en premier, comme font beaucoup de projets, mais se poser des questions pertinentes, comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas d'appui? La plupart des gens attendent, sont dans un attentisme vis-à-vis des projets de l'extérieur, et on a bien vu que là où il y a disons des réussites intéressantes en matière de conservation de la nature, c'est là où il n'y a pas d'argent finalement. Pratiquement, c'est vraiment là que c'est presque corrélé. Plus il y a d'argent, j'ai envie de dire presque plus il y a d'argent, moins il y a de réussite. C'est faux, mais il en faut de l'argent. Mais souvent, il est mal introduit, ou il est mal utilisé, etc. Mais il en faut à un moment donné, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la communauté se mobilise et pense les choses, pense à ce qu'elle peut faire sans aide extérieure, tant qu'elle n'en a pas. Donc, c'est la meilleure manière de promouvoir l'autonomie et l'indépendance des communautés.
Une chose aussi importante, c'est qu'on peut s'entraider avec les voisins. Premièrement, on n'est pas seul au monde, et deuxièmement, si on se lie avec des voisins, on peut peut-être trouver des appuis à l'extérieur, justement, parce qu'on va être un peu plus fort, on va pouvoir communiquer, on va avoir des idées nouvelles, etc. Et donc, si tout seul on ne s'en sort pas, et avec les voisins on ne s'en sort pas, on peut dans un troisième temps penser à chercher à l'extérieur. Mais ça ne devrait pas être la priorité au départ. Et donc, si c'est nécessaire, on élabore des propositions de projet pour essayer de chercher des appuis, mais on élabore soi-même ces propositions de projet. On ne laisse pas des gens extérieurs proposer des choses comme ça un peu parachutées, même s'il y a de la concertation soi-disant qui se fait. Est-ce qu'on a des capacités de gérer soi-même un projet? Est-ce qu'on sait faire la gestion financière? Est-ce qu'on sait faire des rapports? Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires de savoir faire quand on cherche de l'argent à l'extérieur, parce qu'il faudra justifier son utilisation, etc. On va parler du suivi un peu après, dans le module d'après. Il y a une question importante, c'est par rapport à l'investissement que la communauté peut mettre dans l'initiative. Si elle dit clairement qu'elle ne peut pas s'investir, c'est pas la peine c'est même pas la peine de chercher des aides extérieures pour tout faire, parce que ça va pas marcher. L'argent sera mal dépensé ou sera mal utilisé. Il n'y aura pas d'appropriation réelle. Et il peut y avoir même des possibles effets négatifs, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de conflit, on va créer un conflit en amenant un projet qui aura été mal compris ou mal ficelé, où les gens vont se battre pour l'argent, en fait, par jalousie, etc. Le cinquième module, il nous en reste donc 5, 6, 7, il nous en reste 3. Le cinquième module, c'est agir et suivre l'action et ses résultats. C'est donc l'action et le suivi de l'action. Donc, il ne s'agit pas de mener des actions et de ne pas regarder les résultats. C'est important d'apprendre en même temps qu'on fait, mais aussi de mesurer un peu, suivre soi-même ce qu'on fait. Et ça améliore aussi la prise de conscience, ça améliore les capacités, ça améliore l'expérience qu'on a soi-même sur ce qu'on fait. Et en général, on s'améliore au fur et à mesure. Ça apprend l'autonomie surtout. Et puis, ça améliore le renforcement autonome, sachant que pratiquement tous les appuis qu'on peut demander sur l'extérieur demandent ce suivi, demandent qu'il y ait une mesure à un moment donné de l'avancement, etc., et demandent un peu des comptes, plus ou moins formalisés, plus ou moins stricts, mais il y en a toujours, et quelle que soit l'action qu'on mène, même s'il n'y a pas d'appui extérieur, c'est vraiment important de se fixer soi-même son propre suivi et analyse des résultats pour prouver, qu'on va dans le bon sens, pour se prouver à soi-même finalement qu'on va dans le bon sens. Donc, il s'agit de fixer des indicateurs de mesure, enfin des indicateurs d'avancement qui soient pertinents, qui soient valables, pas trop nombreux, qui soient simples et compréhensibles par tout le monde, et c'est-à-dire donc des indicateurs fixés par la communauté elle-même, pas par l'extérieur, avec des facilitateurs éventuellement, mais pas imposés d'extérieur. Et trop compliqué, souvent les chercheurs fixent des indicateurs souvent trop compliqués pour la communauté. Et donc, il n'y a pas de manque d'appropriation de ça. Les indicateurs de gouvernance sont importants aussi de voir comment on a la capacité de répondre aux opportunités, aux menaces et fixer des règles, de les faire appliquer, etc. Les institutions de gouvernance aussi, donc c'est ça, est-ce que l'Assemblée générale communautaire se fait ou pas? Est-ce qu'il y a un des anciens qui conseille ou qui voit un peu de l'extérieur ou pas du tout? Est-ce que les jeunes sont associés? Est-ce que tout un tas de choses à vérifier un peu pour se garantir une gouvernance correcte? Et donc, les questions de concertation, des exemples de concertation, c'est de se poser les questions du résultat. Est-ce qu'on obtient finalement ce qu'on avait visé? Est-ce qu'on a une gouvernance qui fonctionne? Est-ce qu'on est dans la qualité de la gouvernance aussi, ou bien ou pas? Est-ce que tout le monde a une voix dans la chose? Est-ce qu'on a une vision commune?
etc. Et aussi sur la vitalité de la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend finalement en faisant, est-ce qu'on fait évoluer nos organes de gouvernance, peut-être qu'on a oublié de mettre tel organe de conseil ou tel organe, peut-être un organe scientifique extérieur qu'on peut ajouter à un système de gouvernance pour aider aussi, et on s'aperçoit qu'on l'oublie, donc on le crée, on change un peu les statuts, et ça c'est de la vitalité. Le deuxième point important dans ce module aussi, c'est aller vers la vision et le plan de vie de la communauté. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, tout ce que la communauté va faire, on dira en visant la conservation de la nature, de son milieu, ça revient à parler du plan de vie de la communauté, parce que son plan de vie est très lié à la conservation de la nature. Le développement et la conservation sont complètement liés. Et donc là, on parle de protocole de suivi et d'évaluation pour voir si on atteint ou pas, si le plan de vie est atteint, si on va dans le bon sens, si on va vers la vision souhaitée ou pas. Et donc, on essaye de se poser des questions sur les changements qui se sont produits, vers quelle tendance ça va, les évolutions, etc. Est-ce que la PAC contribue, oui ou non, à la vision qu'on a de la vie qu'on veut avoir? Et puis, on peut se poser la question de comment mieux réagir aux changements qui vont de plus en plus vite, y compris les changements climatiques qui viennent appuyer ça. Est-ce qu'on a des orientations stratégiques claires ou est-ce qu'il faut changer un peu d'orientation stratégique, etc. Le module 6, je passe, je crois que je suis déjà à 40 minutes, il me semble, mais je vais essayer de finir vite. Le module 6, c'est la communication. Donc ça, c'est un point, je pense que tout le monde est conscient, c'est très important de communiquer non seulement sur l'interne, c'est-à-dire en interne à la communauté, pour mobiliser vraiment la communauté. La prise de conscience, la documentation, tout ça, c'est nécessaire. La communication est nécessaire à tout ça. Et on peut, une communauté, pour aider à bien comprendre ça, on peut découper un peu en niveaux, hein, niveau interne, niveau local, régional, national, international, au niveau de la communication, pour parler un peu de ce qu'on fait. Donc, les raisons de communiquer sont multiples, mais c'est surtout renforcer sa prise de conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on communique, on parle à beaucoup de gens, comme par exemple ici, vous avez une photo à gauche, c'est une radio au Sénégal qui a vraiment beaucoup aidé la PAC à se renforcer finalement, parce qu'il y a des idées aussi qui sont venues de l'extérieur d'autres communautés. Et puis, elle s'est renforcée dans sa conviction d'être dans le bon chemin. Donc, ça l'a beaucoup aidé à avancer. Informer les autres et inspirer, bien entendu, ça donne des exemples de ce qu'on peut faire et que c'est possible de faire. Et puis, prendre des idées des autres. Donc, on peut se poser quelques questions sur la communication. Est-ce qu'on a un risque à communiquer? Est-ce qu'on vraiment gagne des bénéfices sur la communication? Quels bénéfices on vise? Et à qui on veut parler exactement? Et tout ça, ça c'est toutes des questions importantes à se poser en considérant qu'il s'agit d'impliquer des personnes toujours volontaires ou on peut dire bénévoles même. Dans beaucoup de cas, les gens sont bénévoles, d'utiliser la documentation recueillie pour communiquer, mais surtout trouver les bons moyens. Et les bons moyens sont souvent locaux, pas forcément traditionnels, mais locaux. Et donc, les petites radios, par exemple, les marchés, les églises ou les mosquées, ou voilà, des réunions sous l'arbre à palabres, tous ces outils-là sont à utiliser et c'est seulement la communauté elle-même qui peut choisir quel est le meilleur moyen. Donc, le dernier module, le module 7, c'est devenir plus fort finalement. Et pour être plus fort, se faire entendre, ben, rien de mieux que se mettre en réseau, s'associer avec ses pairs et essayer de plaidoyer pour une reconnaissance et un appui approprié à son impact. Donc, il s'agit
si on a des voisins qui se mettent aussi dans la même optique de développer une APAC, échanger avec eux et se mettre en réseau. Pas forcément, un réseau, c'est pas forcément formel, déclaré au niveau du ministère avec des statuts, etc. Un réseau, c'est échanger avec d'autres qui font un peu la même chose, qui ont les mêmes problèmes et qui voudraient, qui ont une vision un peu similaire. Ça permet aussi d'en apprendre plus sur plein de choses et sur la reconnaissance internationale des APAC, par exemple. Il y a un système, on va le voir. Évaluer ce qui est possible selon la législation et les politiques nationales. Inscrire l'APAC dans un registre, c'est ça dont je voulais parler. On va voir ces points-là. Et puis s'engager dans le plaidoyer. Donc, pour développer un réseau national, on parle là de liens, d'alliances, de renforcement mutuel. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, commencer par soi-même et les communautés voisines avant d'aller chercher plus loin. Et puis, proche en proche, élargir vers des alliés qui sont plus loin, éventuellement des projets, des pairs qui sont plus loin. Mais un réseau ne se construit pas, moi j'ai envie de dire, un réseau ne se construit pas forcément au niveau national d'un coup. Il faut commencer avec ses voisins et puis de proche en proche, on augmente et on obtient de nouveaux membres petit à petit et on devient fort comme ça au niveau national, voire international ensuite. Donc, un réseau, ça peut être un groupe de travail, ça peut être des coalitions ou plateformes qui sont plus formelles, ou voire des associations ou même des fédérations qui sont encore plus officielles et qui peuvent être nécessaires dans le cas d'une recherche de reconnaissance très très forte par les pouvoirs publics, etc. Donc, un réseau, il n'y a pas de processus très compliqué. C'est se réunir, c'est se rassembler entre deux ou trois ou quatre APAC qui se déclarent, enfin qui existent, et faire une première réunion avec des représentants de ces communautés. Et puis voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a de commun en fait, sur quoi on peut essayer de se battre ensemble plutôt que se battre tout seul, et voir quels sont les problèmes communs, les visions communes, etc. Et donc, c'est nécessaire d'être en réseau pour l'appui et l'évaluation par les pairs. Pour s'inscrire au registre international des APAC de Cambridge, on va le voir un peu plus loin, donc je n'en parle pas maintenant, on va en parler juste après. Et donc, s'il y a un facilitateur qui aide la communauté à faire toutes ces activités, ce facilitateur peut soutenir l'établissement du réseau APAC, bien sûr, et du plaidoyer, mais c'est pas lui qui représente le réseau, c'est pas lui le réseau. C'est vraiment les membres en réseau qui sont le réseau. Donc là, il y a quelques exemples de réseaux qui sont sur le site internet du consortium. Il y a des réseaux, des exemples vraiment de différents types de réseaux qui se sont montés. Vous pourrez aller voir, je crois que Emma va nous montrer un peu le site après. Le deuxième point de ce dernier module, c'est en apprendre plus sur la reconnaissance internationale des APAC. Donc, la question est de savoir quel est le rôle des APAC sur la scène internationale. C'est une prise de conscience importante quand on a accès à la scène internationale et aller parler de son APAC à l'extérieur. Des droits territoriaux collectifs locaux sur la base des bénéfices locaux, nationaux, tout ça, c'est des arguments très forts pour pouvoir plaidoyer quand on commence à parler de droits territoriaux, donc droit à la terre, droit de parole même, droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Tout ça, c'est des arguments forts qu'on peut solidifier ensemble à plusieurs APAC en réseau. Ça permet aussi de chercher des conseils, des connexions auprès des organisations de la société civile. Ça peut permettre de faire le lien entre la société civile en général et les organisations des APAC qui sont plus particulièrement axées sur l'environnement et sur les conditions de vie des gens liées à l'environnement. Je passe un peu plus vite là-dessus parce que je suis en retard, je pense.
Et troisième point, c'est évaluer ce qui est possible et disponible selon la législation et les politiques nationales. Donc là, il faut, chaque pays, chaque réseau devrait se pencher spécifiquement sur quel type de reconnaissance légale on peut essayer de chercher dans son propre pays, auprès de quel ministère, quels sont les textes sur les droits fonciers, sur les droits d'usage, sur la conservation de la nature, sur beaucoup de domaines qui sont légiférés et dans lesquels on peut essayer de trouver, avoir une reconnaissance légale. Donc, je passe sur pas mal de détails là. La première étape par rapport à cette reconnaissance légale, c'est de définir des options possibles par rapport à sa propre législation. Avant de vouloir créer peut-être des textes spécifiques aux APAC, comme a fait les Philippines. Les Philippines sont en train de faire valider une loi très forte sur les APAC au niveau du Sénat. Avant de vouloir créer son propre outil juridique pour pouvoir se défendre, c'est important d'aller voir dans sa législation qu'est-ce qui est disponible et faire travailler éventuellement un petit groupe d'amis juristes ou avocats sur ce dossier-là pour pouvoir dégrossir les choses. Quatrième point, inscrire l'APAC dans un registre international. Donc là, il s'agit du registre qui est basé à Cambridge. Vous avez tous les détails sur le site internet. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais chaque APAC peut s'enregistrer au niveau international dans une base de données ou des bases de données même, c'est-à-dire base de données spécifique APAC ou base de données des aires protégées mondiales. Et ça se passe, c'est le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a le Centre mondial sur la conservation de la nature qui enregistre toutes ces données. Et donc là, c'est la question de la communauté à se poser, c'est est-ce qu'on veut être vu finalement, parce que certaines ne veulent pas être vues. Est-ce qu'on veut s'inscrire, être visible, ou s'inscrire seulement sans être visible, ou ne pas s'inscrire du tout? Est-ce que ça va donner plus de sécurité et de protection? Est-ce que ça va donner plus de reconnaissance nationale aux valeurs de la PAC? Tout un tas de questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça va avoir des impacts sur les relations internationales? Est-ce qu'on va pouvoir avoir plus d'appui technique et financier grâce à cet enregistrement ou pas? Voilà. Cinquièmement, dernier point, je crois, sur le dernier module, c'est s'engager dans le plaidoyer. Donc, pour des formes de reconnaissance et de soutien appropriés. Et bien entendu, l'objectif, c'est effectivement d'être reconnu, d'être vu et d'être respecté. Et pour ça, il faut plaidoyer. Il faut pouvoir monter au créneau à certains endroits. Et donc, on a un besoin de reconnaissance légale, sociale qu'il faut soutenir. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut plaidoyer ensemble. On est bien plus fort que quand on plaidoie seul. Donc, en tant que réseau, tout ça, c'est des arguments pour le réseau. Savoir prendre, chercher des conseils auprès de gens. Les affaires juridiques, la législation, c'est quand même très particulier, c'est des jargons spécifiques. C'est bien de s'entourer de gens qui maîtrisent ça à la base pour avancer. Et puis, un point important sur le soutien financier par rapport à ces réseaux et par rapport à ces plaidoyers, le soutien financier est intéressant, mais il peut influencer beaucoup le réseau, c'est-à-dire je te paye, mais tu vas dans mon sens. Et donc ça, c'est un peu dangereux. Ça peut devenir un poids aussi pour la communauté et amener même la discorde, la corruption, la jalousie, etc. par rapport à ces choses-là. Donc, il faut toujours y faire attention. Donc, plaidoyer pour les questions qu'on peut se poser, c'est pour quelle reconnaissance, quelle propriété collective on veut, quelle gouvernance, etc. Quels appuis on pourrait espérer de l'extérieur, etc. Voilà, je vous remercie. J'espère que je pense que j'ai dû dépasser un peu. Je vais remettre, je crois que j'ai une. Oui, la dernière, c'est quelques questions pour vous. Bon, je vous les liste juste comme ça. Connaissez-vous des impacts dans votre pays ou ailleurs dans le monde?
Si oui, sont-elles définies, menacées ou espérées par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Est-ce qu'il serait utile à certaines communautés gardiennes d'APAC de suivre les étapes que l'on vient de voir? Sachant que ce document, le document qu'on a résumé ici dans un PowerPoint, mais qui existe sous une version papier plus importante, est en création, est en discussion. On peut l'amender, on peut le compléter, bien entendu. Et si oui, quelles sont d'après vous les étapes spécifiquement essentielles dans les cas que vous connaissez? Donc voilà, je vous remercie de votre participation et je repasse la parole à Emma. Vous êtes sur le site internet du consortium. C'est donc la page d'accueil. Tout d'abord, je vais à nouveau, je l'ai déjà fait dans le premier séminaire, mais je vais à nouveau vous montrer la partie inférieure dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a des cas emblématiques. Donc là, vous avez différents éléments et je vous invite notamment à prendre connaissance de celle-ci, qui est tout au bout, qui est celle de Kawawana, parce qu'elle est également en français. Donc, on est en train de travailler à la traduction du site internet. Mais bon, c'est pas encore finalisé, mais en tout cas, celle de Kawawana est en effet en français. Comment changer les langues? Il suffit de cliquer là sur le FR qui est ici, ça veut dire français. Bon, ce que je voulais vous montrer également, c'est une partie qui malheureusement n'est pas tout à fait traduite en français encore. C'est cette partie ici, passer à l'action. Donc, si vous voulez, on peut voir le menu en français pour que ce soit plus simple. Le côté APAC, vous pouvez aller sur cette partie passer à l'action. Comprenez et renforcez votre APAC. Donc, ceci vous mène directement à une page qui récapitule en fait les différents modules que Christian a détaillés aujourd'hui. Donc, je ne vais pas insister là-dessus parce que malheureusement, ils sont encore tous en anglais. Mais sachez qu'il y a ici des ressources que vous pouvez utiliser, et notamment grâce à Google Translate pour l'instant, en attendant qu'on les traduise. On est en train de le faire. Je vais revenir également sur donc, je ne sais pas comment on l'a traduit en français, je vais y revenir vite fait. Voilà. Créer une masse critique de soutien. Donc, cette partie encore n'est pas traduite. Mais vous trouverez ici une liste de réseaux, comme l'a mentionné Christian, de différents types. Hein. Il y a des fédérations, des groupes de travail, des associations reconnues par l'État, donc on dit formelles, des associations informelles, d'autres groupes de travail. Donc voilà, vous avez en fonction des pays, hein, des continents, différents groupes. L'Afrique est ici. En français, il y aura notamment ANAPAC RDC, qui est une fédération, qui est également membre du consortium. Au Madagascar, Tafomiavo, je suis désolée, je pense que je Tafmiav et Miari, qui sont des fédérations. Et voilà, donc il y en a certainement d'autres qu'on va ajouter au fur et à mesure de leur construction et de leur consolidation. Voilà, ensuite, je voulais également vous montrer comment atteindre ce document que Christian a également mentionné, ce document sur l'auto-renforcement des APAC. Hop, je fais bouger ma fenêtre. Dans la partie sur le consortium, donc sur l'organisation en tant que telle, si vous ouvrez le menu de ce côté-là, donc vous l'ouvrez avec ces trois bandes ici, vous pouvez aller sur ce que nous faisons, les publications, et ici, les ressources clés, c'est-à-dire les ressources que nous avons écrites ou alors que certains de nos membres d'honneur ont écrit et qui sont donc toutes ici. Hop, je vais très bien faire bouger cette fenêtre encore. Donc ici, vous avez ce document qui parle du processus en fait pour auto-renforcer les APAC. Donc là, puisque je suis sur le français, j'arrive directement sur le document en français. Donc voilà, la petite page d'accueil, mais le document se trouve ici. Je peux l'ouvrir. Notez que c'est donc un brouillon qui est destiné à être utilisé par les partenaires du GSI, mais qu'il est en pleine révision. Donc, si vous avez un quelconque commentaire, je vous invite vraiment à nous les envoyer à info@iccaconsortium.org ou alors
à l'adresse de Christian, etc. Toutes ces adresses se trouvent dans le site internet. Donc le document est ici et chacun des modules est détaillé. Hein. Les modules voilà, se trouvent ici jusqu'au numéro 7. Donc je vous invite, si vous voulez connaître tout cela un peu plus en détail, à aller là. Et pour en savoir un petit peu plus sur les APAC et sur le consortium APAC, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou bien à nous écrire. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci.